Bienvenue sur Pogledi FR pour une nouvelle chronique de l'actualité des Balkans. Avant tout, si vous souhaitez nous aider, abonnez-vous à notre chaîne, postez des commentaires sur nos chroniques, pour ceux qui le peuvent, faites un don sur notre compte Tipeee en échange d'exemplaires de nos livres. Livres que vous pouvez aussi vous procurer dans toute bonne librairie ou sur notre site. Alors avec la crise ukrainienne qui mobilise toutes les attentions dans les chancelleries, pour ce qui concerne les Balkans, il y a en ce moment beaucoup de déclarations politiques qui d'ordinaire ne méritent pas d'être commentées parce que le plus souvent elles brassent de l'air. Elles sont là pour tester l'opinion ou pour donner des gages à une grande puissance. Mais on peut quand même y discerner des choses intéressantes, puisque actuellement, ce qui se dit publiquement à propos des Balkans, dans les Balkans, peut donner une estimation informelle de la situation actuelle de l'OTAN sur le front en Ukraine. D'ailleurs, nous n'avons toujours aucune nouvelle de l'enquête qui a certainement eu lieu à propos de cet avion cargo ukrainien qui a décollé de Serbie en juillet dernier pour la Jordanie, avec à son bord une cargaison de 11 tonnes d'armes officiellement destinées au Bangladesh, qui s'est écrasé en Grèce. Cet avion était-il finalement destiné en sous-main à l'Ukraine, alors que la Serbie est officiellement neutre à l'égard du conflit en Ukraine? Était-ce un attentat qui l'a fait s'écraser? On peut raisonnablement penser qu'on n'en saura rien de sitôt. Il y a pourtant eu 8 morts, les membres de l'équipage. Alors avant tout, nous allons commencer par le Kosovo Metochi. Rappelons qu'au moment où j'écris ces lignes, le 1er novembre c'est dans quelques jours, et que c'est le délai entre guillemets recommandé aux autorités temporaires albanaises du Kosovo Metochi par l'adjoint du commandant de la KFOR, c'est-à-dire des troupes de l'OTAN, pour l'histoire des plaques minéralogiques serbes des véhicules qu'elle voudrait faire changer en plaques prétendument kosovares. Et on apprend le 19 octobre de l'envoyé spécial du secrétaire d'État américain pour les Balkans occidentaux, au doux nom de Gabriel Escobar, que celui-ci conseille entre guillemets aux autorités albanaises de reporter la mise en application de cette décision de 10 mois. Il ajoute, d'après le quotidien belgradois Politica, que ce n'est pas seulement l'exigence des États-Unis, mais de toute la quinte, cette association informelle qui réunit 5 pays, les USA, la Grande-Bretagne et la France, en tant que pays disposant de l'arme nucléaire, et l'Allemagne et l'Italie, pays de partage nucléaire. Il ajoute, je cite, « J'aimerais que cela se fasse parce que nous sommes les pays qui soutenons le plus le Kosovo. » Autant dire qu'il est peu probable que des incidents surviennent à la fin du mois entre Serbes et forces illégales albanaises à propos des plaques minéralogiques, mais restons prudents, nous verrons bien d'ici peu. Il est d'ailleurs suivi, quel prodigieux hasard, le 21 octobre par Peter Stano, le porte-parole du commissaire européen aux affaires étrangères, Josep Borrell, qui recommande, entre guillemets, aux autorités temporaires albanaises du Kosovo Metochi de reporter aussi de 10 mois la mise en place de cette affaire de plaques. L'Union européenne et les USA ont bien accordé leur violon. Dernière minute, ce 26 octobre, les Albanais font monter la sauce. Leur premier ministre du Kosovo Metochi annonce qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire après le 31 octobre pour mettre des plaques de ce faux état sur les véhicules de Serbes du Kosovo Metochi. Ceux qui s'y opposent risqueraient la saisie de leurs véhicules, une amende, et un sondage auprès des Serbes du Kosovo Metochi indique que les 3/4 d'entre eux entreraient en résistance et protestation. En réaction, les membres de la liste serbe, parti politique au Kosovo Metochi, émanation du parti du président de la Serbie Vučić, après avoir rencontré le nouveau commandant de la KFOR et le commandant de la base américaine Bondsteel, qui est pour rappel la plus grande base américaine à l'extérieur des États-Unis, ils envoient une lettre d'appel à l'aide au président de la Serbie pour, je cite, préserver la paix et la sécurité des Serbes au Kosovo Metochi. Lequel président convoque un conseil de défense nationale le 27 octobre à Belgrade, à l'issue duquel il fait une conférence de presse où il proteste énergiquement, disant qu'il ne laissera pas tomber les Serbes du Kosovo Metochi, expliquant que seuls 18 véhicules, dont 15 au sud du Kosovo Metochi, ont fait changer les plaques, parce qu'ils sont enclavés et ne pourraient plus se déplacer autrement. Que rien ne prévoit dans les accords jusqu'ici la mise en œuvre des changements de plaques, où on apprend qu'il avait proposé que les plaques soient au statut neutre, ce qui veut dire quand même remplacer les plaques de la République de Serbie par des plaques neutres, et que les politiques albanais les ont supprimées. Bref, des gesticulations, puisque de toute façon, ça va dépendre du rapport de force entre États-Unis et Russie, en particulier en Ukraine. Et l'émissaire du département d'État américain, Gabriel Escobar, commence à faire pression sur le représentant des Albanais du Kosovo pour que celui-ci obéisse à la suggestion américaine qui ressemble plus à une injonction de report de 10 mois. Affaire à suivre donc d'ici quelques jours. Il faut quand même remarquer que depuis quelques semaines, les déclarations menaçantes, même pas voilées, occidentales, se succèdent pour faire pression sur la Serbie. Chantage et exigences sont de mise. On appelle toujours en Occident entre guillemets à la normalisation et au dialogue entre Serbie et Kosovo, c'est-à-dire entre la Serbie et les Albanais de sa province, arrachés de force après l'agression de l'OTAN de 1999.
Mais on ne se cache plus derrière cette douce expression pacifique pour publiquement évoquer reconnaissance par la Serbie de l'indépendance de sa province du Kosovo-Metochi, embargo envers la Russie et abandon de la République serbe de Bosnie. Il semble donc que Washington montre des signes de nervosité dans les Balkans, et c'est peut-être le signe que la position occidentale dans le conflit en Ukraine n'est pas franchement à son avantage. L'Américain Escobar a été jusqu'à dire que l'objectif prioritaire pour les Albanais du Kosovo-Metochi est l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN, et que ce sera difficile à atteindre si les 5 pays membres de l'Union européenne qui ne reconnaissent pas l'indépendance illégale du Kosovo continuent dans cette voie. Pour rappel, il s'agit de l'Espagne, de la Grèce, de Chypre, de la Slovaquie et de la Roumanie qui, elles, respectent l'intégrité territoriale de la Serbie. Il ajoute que de ce fait, il faut faire pression sur la Serbie pour y arriver, et lorsque ce sera fait, il n'y aurait alors plus aucune raison pour que ces 5 pays continuent à s'y opposer. D'où des pressions continues sur la Serbie et ces 5 pays. On menace la Serbie de suspendre le régime sans visa des citoyens serbes pour l'entrée dans l'espace Schengen, qui date de décembre 2009, et ratifié 3 jours avant le dépôt de candidature par la Serbie de son adhésion à l'Union européenne, et 3 ans avant la reconnaissance officielle par l'Union européenne à la Serbie du statut de candidat à l'adhésion. On la menace aussi de faire rapatrier les entreprises occidentales qui se sont installées en Serbie après la chute de Milosevic en l'an 2000, en occultant le fait que chacune de ces entreprises se sont vues octroyer d'énormes privilèges et subventions pour s'installer et embaucher de la main-d'œuvre locale à un salaire bien inférieur à ses homologues dans les pays de l'Union européenne. Pour donner un exemple qui me vient là, que j'ai en tête, l'usine automobile Zastava, dans la ville de Kragujevac, au sud de Belgrade, a été privatisée en 2008, de telle sorte que 2 tiers des actions sont vendues à Fiat Automobile et 1 tiers reste à l'État serbe. La Serbie avait fourni gratuitement le terrain et l'usine à Fiat l'avait exempté d'impôts fonciers, d'impôts locaux, et par-dessus le marché avait financé des subventions de l'ordre de plusieurs milliers d'euros pour chaque salarié maintenu en poste et embauché. Sachant que le salaire moyen y était à l'époque de 300 € par mois, c'est-à-dire que la Serbie a payé à l'avance les salaires des employés de Fiat, sans qu'au final ça ait coûté quelque chose à Fiat. Signalons aussi le cas le plus grave qui était que le ministre prétendument démocrate arrivé après la chute de Milosevic a fait mettre en faillite toutes les banques publiques serbes, qui étaient certes très endettées, mais possédaient en gage un grand nombre de titres de créance des sociétés qui y ont été privatisées, dont Zastava. Ce qui fait que non seulement le système bancaire a été ouvert en grand aux banques occidentales, et elles ont aujourd'hui un quasi-monopole sur le système bancaire en Serbie, mais que toutes les sociétés rachetées par les entreprises occidentales les ont rachetées sans passif. Autant dire que les entreprises occidentales ont été les grandes gagnantes des privatisations en Serbie, et que les grands perdants sont l'État serbe, le consommateur serbe et le salarié serbe. Alors menacer de faire retirer ces entreprises occidentales de Serbie pour des raisons politiques est d'une incroyable malhonnêteté. Sans compter que beaucoup de ces entreprises publiques privatisées avaient elles-mêmes été nationalisées à partir de la prise du pouvoir par les communistes fin 1944, et leurs propriétaires originels, embastillés, voire liquidés, sans autre forme de procès. Inutile de dire que ces biens confisqués n'ont toujours pas été restitués, mais ça n'empêche pas les peu scrupuleuses multinationales occidentales de s'engouffrer dans les biens immobiliers à l'actif des entreprises privatisées. Bref, je m'égare un peu. Donc le chantage le plus vil, et qui est même à demi-mot revendiqué par l'ancien ambassadeur américain à Belgrade, William Montgomery. Il a été ambassadeur des États-Unis en Serbie-Monténégro après la chute de Milosevic et le rétablissement des relations diplomatiques de novembre 2000 jusqu'en 2004. Il explique dans un entretien accordé au site Kosovo Online et rapporté par le quotidien belgradois Politika, je cite, « Il est ironique que le Kosovo a été arraché de force malgré la résolution 1244 des Nations Unies et avec le soutien de l'Occident. Mais nous défendons l'Ukraine, car c'est exactement la même chose qu'essaie de faire la Russie en Ukraine. » Fin de citation. Il ajoute que, je cite, « Le problème créé par l'Union européenne est le chapitre 35 des négociations avec la Serbie pour l'adhésion, et qui concerne le statut du Kosovo, alors qu'il aurait dû être le dernier chapitre de ces négociations, après que tous les autres chapitres aient été réglés, et qu'ensuite l'adhésion soit garantie uniquement si la question du Kosovo est résolue. Ainsi ce serait une vraie pression sur la Serbie. Alors que maintenant, il n'y a pas de pression puisque l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne est très loin pour un tas d'autres raisons et un tas d'autres questions, dont certaines n'ont même pas de rapport avec la Serbie puisqu'il s'agit du refus de la plupart des pays de l'Union européenne de voir de nouveaux membres accéder. De toute façon, l'Union européenne n'a concrètement rien à offrir à la Serbie en échange de cette concession sur le Kosovo. Fin de citation.
Pour couronner tout ça, nous avons la déclaration du président de la Serbie, l'inévitable Aleksandar Vučić, lors d'une cérémonie à Belgrade marquant les 123 ans depuis la création du Bureau pour les affaires secrètes de la police, à propos du Kosovo Metochi et des sanctions à l'encontre de la Russie. Il a dit que si tout de suite la Serbie imposait des sanctions à la Russie, elle ne récolterait que des félicitations de la part des Occidentaux pendant quelques jours, puis les pressions et chantages à propos du Kosovo Metochi reprendront de plus belle, parce que, je cite, « Nous les petits Serbes n'avons pas le droit à l'intégrité de notre territoire ». Fin de citation. Il faut reconnaître qu'il arrive à Vučić de temps en temps d'exposer des points de vue de bon sens. C'est comme lors du début de la crise du coronavirus en 2020, quand il y avait pénurie de masques partout en Europe et que les pays se les arrachaient les uns aux autres, il avait déclaré de mémoire quelque chose comme nous constatons dans cette affaire des masques que le mot union dans l'Union européenne n'est qu'une chimère. En réalité, il n'y a aucune solidarité européenne, tout est question d'argent et c'est chacun pour soi. » Fin de paraphrase. Pourtant, il ne cesse régulièrement de rappeler que l'adhésion à l'Union européenne n'a aucune alternative. Alors on peut se demander pourquoi autant d'inconstance. Il est vrai que depuis 20 ans, aucun gouvernement ne peut se former en Serbie, ni aucun président être élu sans l'approbation officieuse et parfois officielle de l'ambassade des États-Unis à Belgrade, et qu'un politique n'a aucune chance d'être élu s'il ose parler de souveraineté, d'indépendance et des réalités politiques, comme par exemple de soulever la question des bombardements de l'OTAN à l'uranium appauvri, au fait que le Kosovo Metochi a été arraché à la Serbie par la force des bombes, du traitement à l'égard des Serbes en Croatie, au fait que les Occidentaux avaient soutenu une légion islamiste internationale contre les Serbes dans la guerre de Bosnie, etc. Peut-être pourrait-il atteindre un poste de député s'il est assez opiniâtre, mais qui n'aura aucun poids face à la majorité et l'opposition contrôlée. Et d'ailleurs, on apprend que le nouveau gouvernement serbe est officiellement intronisé le 27 octobre, bien que les élections législatives ont eu lieu le 3 avril, en même temps que les présidentielles. 6 mois pour former un nouveau gouvernement avec le Premier ministre reconduit, c'est inédit et c'est se moquer un peu du monde. Et ça me donne l'occasion de donner un parfait exemple de conflit d'intérêts qui est le produit du passé communiste. En effet, on apprend que la nouvelle ministre de l'énergie et de l'exploitation minière est une certaine Dubravka Negre, née Djedovic. Elle est née en 1978 et elle avait déclaré dans un interview il y a 2 ans que, je cite, son père était ingénieur et l'un des premiers en Yougoslavie à faire de l'exploration pétrolière avec des partenaires des États-Unis, et l'un des premiers sous le socialisme à créer une entreprise privée devenue assez prospère jusqu'à son soudain décès, sans plus de précision. Alors je passe sur qui avait le droit en Yougoslavie dans les années 1970-80 de travailler avec des partenaires américains, surtout dans le pétrole en Yougoslavie, puisqu'il ne peut s'agir que de membres haut placés dans la hiérarchie du régime communiste. Je passe aussi sur le fait que c'était un des premiers à ouvrir une entreprise privée sous le régime communiste, puisque là encore, seuls les rares apparatchiks avaient ce privilège, pour me pencher sur le parcours professionnel de Dubravka Djedovic, épouse Negre. Alors on apprend dans le quotidien Novosti et sur Wikipédia qu'elle a fait sa scolarité à Belgrade, a fait des études d'économie, spécialité finance à l'université de Belgrade pour ensuite faire un MBA à la SDA Bocconi School of Management de Milan en Italie, un équivalent d'une école de commerce. Puis dans une des implantations de cette école associée à l'université américaine de UCLA. Diplômée, elle commence à travailler comme productrice de télévision pour CNN International, couvrant à l'âge de 23 ans les Balkans ainsi que les zones de guerre comme l'Afghanistan, avant d'intégrer dès 2004 la Banque européenne d'investissement, en charge des financements de projets d'infrastructures dans les Balkans. Alors si on calcule bien, si elle a eu un parcours scolaire parfait, née en 1978, elle commence normalement sa scolarité à 7 ans, comme c'était la règle en Yougoslavie, plus 8 ans d'école primaire, 4 ans de lycée, elle entre donc à l'université à 19 ans, donc en 1997, pour étudier la finance dans un pays qui n'est pas encore sorti du communisme, et où le marxisme est une matière obligatoire dans tous les types d'études supérieures. Elle est diplômée de l'université en 2001, et alors que l'équivalence des diplômes entre Europe et Serbie a été suspendue pendant l'éclatement de la Yougoslavie, on peut se demander ce qu'elle a bien pu montrer comme capacité pour être acceptée dans une prestigieuse école de commerce italienne, où les frais de scolarité de 15 000 € par an ne sont sans doute pas à la portée de toutes les bourses, même italiennes, encore moins pour les étudiants issus d'un pays sous embargo économique international, où le salaire moyen était à l'époque de l'ordre de 250 € par mois. Elle a publié en 2015 dans une revue d'économie de l'université de Belgrade un plaidoyer militant pour les partenariats publics-privés,
expliquant que ce mode de financement pour l'infrastructure se passe très bien en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, alors que dès 2007, un article sur un blog du Monde diplomatique titrait « Les partenariats publics-privés sont nuisibles et minent la démocratie », et qu'en mars 2018, la Cour des comptes européenne demande l'arrêt de ce mode de financement tant que ne sont pas résolus les problèmes de retard et hausse énorme des coûts des montages financiers, comme l'a montré le chantier du transfert du palais de justice à Paris. Elle va même jusqu'à écrire dans cet article, qui apparemment a été retiré du site de l'université et dont j'ai trouvé trace, que pour la Serbie, les partenariats publics-privés devraient être mis en place sur, je cite, des critères de fort potentiel de rentabilité, et que les projets à risque technique et financier élevé devraient être laissés au financement direct par l'État. Fin de citation. En d'autres termes, que les projets faiblement risqués doivent faire l'objet d'un partenariat public-privé dès lors que les marges sont élevées, afin que le privé croque du bénéfice sans risque, mais dès que c'est incertain et à risque élevé, il faut recourir au bon vieil endettement de l'État, sans participation du financement privé, pour que le contribuable finance tous les risques. Elle avait d'ailleurs mis en place des partenariats publics-privés, et notamment pour la construction d'un immeuble d'un terminal de l'aéroport de Zagreb en Croatie, ce qui lui a valu 2 récompenses en 2013, l'EMEA Finance Magazine European Deal et le Project Finance Deal. Par ailleurs, elle a épousé Christophe Nègre, qui a été pendant 30 ans à la BEI, Banque Européenne d'Investissement, en charge des projets dans les Balkans, avant d'intégrer récemment un fonds d'investissement privé toujours consacré aux Balkans. Pour résumer, la nouvelle ministre de l'Énergie et de l'Exploitation minière a été en charge des financements de projets d'infrastructures dans les Balkans, pour le compte d'une institution internationale. Elle est mariée à quelqu'un qui l'a été aussi, et est aujourd'hui dans un fonds privé d'investissement spécialisé sur les infrastructures des Balkans. Dans un pays réellement démocratique, ça serait perçu comme un énorme conflit d'intérêts, et elle ne serait pas nommée ministre. Eh bien, en Serbie, sous occupation occidentale, on en a cure, même si le journal Novosti présente son mari comme ex-rugbyman et ex-triathlète, taisant sa réelle profession, des fois que ça puisse scandaliser l'opinion. Eh bien, c'est exactement le profil qu'à Washington on apprécie et qu'on choisit pour mettre un pays sous influence. Vous me direz qu'il n'y a pas besoin d'avoir des parents apparatchiks communistes pour accepter d'être en conflit d'intérêts et privilégier ses intérêts personnels à ceux de sa patrie, et que ça arrive aussi en Occident et notamment en France. Mais il faut savoir qu'il n'y a que des descendants de communistes haut placés dans les régimes totalitaires, et en particulier en Serbie, où les communistes aux racines serbes devaient démontrer la haine envers leurs racines pour pouvoir progresser dans la hiérarchie, où des enfants pouvaient disposer de moyens financiers suffisants pour pouvoir être envoyés étudier dans les prestigieuses universités occidentales. Moyens financiers obtenus par détournement de fonds publics, corruption et participation à des privatisations opaques pendant les années 1980-1990 incertaines. C'est la seule explication plausible pour un pays au salaire moyen de 250 € par mois, à l'époque. Alors d'un côté, Washington s'assure par les racines communistes que le risque est faible de voir la personne devenir soudainement patriote sincère et refuser les injonctions de Washington qui nuisent à la Serbie et à son peuple. De l'autre, travaillant sur des projets d'infrastructure, en apporteur de projets pour des sociétés occidentales au travers de la BEI par exemple, Washington s'assure que le risque est faible de voir le ministre refuser par exemple les éoliennes suicidaires, tout en ouvrant le marché aux entreprises occidentales, et le tout à la charge du contribuable serbe. Dubravka Nègre est seulement un exemple pour lequel on ne dispose que d'un fort faisceau de présomption, mais c'est peut-être le plus emblématique. Et ce qui est vrai pour les partis au pouvoir l'est aussi grandement dans les partis d'opposition, aujourd'hui comme depuis 30 ans. Et pour bien montrer que l'héritage du totalitarisme communiste a concrètement toujours un impact dans les pays des Balkans, et notamment en Serbie encore aujourd'hui, voici un événement qui le prouve. Le président de la Serbie, Vučić, a reçu à Belgrade une délégation de l'association gouvernementale Subnor, le 20 octobre, date considérée par l'histoire officielle comme celle à laquelle Belgrade a été libérée en 1944, alors qu'en fait c'est une occupation communiste qui a remplacé l'occupation des nazis. Le Subnor, c'est un acronyme de l'association des anciens combattants des partisans communistes pendant la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie, qui avait le monopole du récit des événements depuis 1945. Récit mensonger qu'ils avaient construit en collaboration étroite avec le Parti communiste yougoslave, et à l'éclatement de la Yougoslavie en 1991, dans chaque nouvelle république indépendante, un Subnor continue d'exister avec le même statut et monopole de la vérité à propos de la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie. En tant qu'association publique ou d'intérêt public, elle reçoit de l'État de grosses subventions qui la font plus que survivre,
mais aussi continuer à imprimer son récit mensonger. Pour exemple de ces méfaits, le 21 octobre chaque année, la ville de Kragujevac, à environ 100 km au sud de Belgrade, commémore le jour sans doute le plus tragique dans l'histoire de la ville, quand, en 1941, l'armée allemande a fait exécuter 2300 civils serbes en représailles pour les 10 soldats de la Wehrmacht tués et les 26 blessés dans des combats contre les Tchétniks du général Mihailovic, à ce moment colonel. Et d'après le Sub-Nord, depuis 1946, cette attaque est à mettre au crédit des partisans de Tito, alors qu'en réalité c'était une de ces attaques conjointes de 1941 des Tchétniks et des partisans qui avait été organisée, mais d'où les partisans se sont retirés à chaque fois loin vers l'arrière dès le premier coup de feu tiré, abandonnant leur poste, ce qui a miraculeusement sauvé les soldats de la Wehrmacht qui a été pris dans l'embuscade, parce qu'ils ont ainsi pu prendre la position tenue quelques minutes plus tôt par les partisans pour se mettre à l'abri et organiser une contre-offensive. En plus, le Sub-Nord continue d'appeler les victimes des citoyens, et même à une époque les revendiquait communistes, et il continue de refuser de dire expressément que les victimes sont serbes, car, sur ordre express d'Hitler, 100 Serbes, quel que soit l'âge et le sexe, devaient mourir pour chaque soldat allemand tué en zone d'occupation allemande. Cette règle n'avait pas d'équivalent ailleurs en Europe, à l'exception de Chypre et de la Grèce, où 100 Grecs étaient menacés des mêmes représailles. Et en 2022, malgré tout ce qui a été découvert après l'ouverture des archives en 2004, sur les événements de la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie, que Miloslav Samardžić et Pogledi en premier ont révélé, les institutions officielles de la République de Serbie sont toujours à respecter et entretenir une histoire mensongère, qui ne rend service qu'à ceux qui ont profité du régime totalitaire et à leurs descendants qui continuent d'en jouir. Inutile de préciser qu'aucune association de Serbie qui entretient la mémoire des Tchétniks du général Mihailovic n'a jamais été reçue par un quelconque représentant officiel de la Serbie. Et ce qui vaut pour la Serbie vaut dans toutes les républiques ex-yougoslaves, à l'exception notable de la Croatie, qui navigue entre cultiver le souvenir de l'État indépendant de Croatie et de ses hordes d'oustachis responsables d'un génocide, et cultiver la nostalgie du titisme avec le Sub-Nord local, qui les a fait passer du camp des vaincus de la Seconde Guerre mondiale à celui des vainqueurs. Voilà comment les victimes de crimes meurent deux fois, une première fois de la main de leur bourreau, une deuxième fois quand les représentations officielles d'un pays, pendant des décennies, tordent la vérité pour la modeler dans leur intérêt politique du moment. Bon, et les relations de la Serbie avec la Russie dans tout ça? Pour rappel, la Serbie est le seul pays d'Europe à n'avoir pas adopté de sanctions économiques envers la Russie, ni d'interdiction de survol de son territoire par la compagnie russe Aeroflot, même si ça reste un problème puisque, en juin dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, voulait se rendre à Belgrade et les espaces aériens des pays autour de la Serbie, membres de l'OTAN, Bulgarie, Macédoine, Albanie et Monténégro, ont refusé l'entrée de son avion dans leur espace aérien et il a été obligé d'y renoncer. On soupçonnait que derrière ces refus se cache la volonté du chancelier allemand Olaf Scholz, qui avait prévu une visite officielle à Belgrade quelques jours plus tard, de ne pas passer après Lavrov, mais évidemment ce n'est qu'un bruit qui a couru et il n'y a pas eu de déclaration officielle permettant de le confirmer. Par ailleurs, depuis le refus d'imposer des sanctions contre la Russie, et depuis le mois de mars, c'est devenu régulièrement prétexte à des alertes à la bombe ponctuelles en Serbie. Pas plus tard que mi-octobre, un appel anonyme a averti de la présence de 33 paquets d'explosifs à l'aéroport de Belgrade et dans un avion d'Air Serbie qui devait s'envoler pour Saint-Pétersbourg. Il y a eu aussi des lycées, des centres commerciaux, etc. concernés, si bien que le ministère de l'Intérieur rapporte qu'entre le 1er janvier et le 7 juin, 1243 recherches d'explosifs sur le terrain ont été effectuées. Et pour cela, certains jours, plus de 100 écoles de Belgrade et la région ont été évacuées. Heureusement, toutes ces alertes se sont avérées fantaisistes, mais on n'est jamais trop prudent. Souvent, les alertes venaient d'Ukraine et étaient revendiquées par des gens se présentant comme Anonymous. Mais il me semble que c'est la première fois que ce genre de choses survient en Serbie, du moins avec une si grande fréquence. Et mine de rien, ça contribue à user la société. Pourtant, la Serbie a hélas voté la résolution à l'ONU pour exclure la Russie du Comité aux droits de l'homme, 3 jours après la réélection au premier tour de Vučić à la présidence, et la Serbie a adopté la résolution condamnant la Russie dans son opération spéciale en Ukraine. Elle aurait pu au moins s'abstenir. Pire encore, le précédent ministre serbe des Affaires étrangères déclarait à propos des référendums qui ont été tenus dans les 4 régions anciennement ukrainiennes que la Serbie ne reconnaîtrait pas le résultat de ces référendums. Là encore, à défaut de connaître le cadre juridique, ce ministre aurait pu au moins s'abstenir de commenter, ou tout au moins saisir l'occasion pour rappeler qu'au Kosovo-Metochi, il n'y a jamais eu de référendum. Pourtant, la plupart des Occidentaux reconnaissent cette région serbe comme un pays indépendant. Il aurait pu leur rappeler que le référendum en Bosnie en mars 1992
était illégitime et que le résultat était en réalité un échec, mais que pourtant les États-Unis ont reconnu son indépendance, etc. Le problème, c'est que le pouvoir et l'opposition serbe manquent de courage et de connaissance et surtout de patriotisme. Ce même ministre des Affaires étrangères avait, lors de la session des pays non alignés qui se déroulait à Belgrade l'an dernier ou l'année d'avant, tressé des lauriers pour Tito, le dictateur communiste, comme au pire moment de la dictature des années 1950, alors que c'est bien à Tito que la Serbie doit d'être sous occupation depuis octobre 1944. Mais la Russie semble être consciente des difficultés que la Serbie rencontre. En témoigne la déclaration le 15 octobre rapportée par l'agence de presse de la République serbe de Bosnie, Srna, du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Grushko, que la Serbie est l'objet de pressions inédites venant de l'Occident pour lui faire adopter des sanctions contre la Russie, qui sont sans précédent et sortent du cadre des rapports civilisés entre pays, que l'Occident considère les Balkans occidentaux comme l'arène de la confrontation avec la Russie, et que la Russie souhaite poursuivre la collaboration avec la Serbie, notamment dans l'énergie et les hautes technologies. Et d'ailleurs, le 26 octobre à Belgrade a été inauguré par l'ambassadeur de Russie et une délégation russe, une sorte de chambre de commerce de Saint-Pétersbourg, qui vise à développer les relations et la coopération entre les entrepreneurs de Serbie et la Russie, mais aussi dans les domaines culturels, sportifs, techniques et autres. Souhaitons que les entrepreneurs en Serbie saisissent l'occasion des échanges avec la Russie. Ça fera un beau pied de nez à Angela Merkel, qui en 2014, quand les premières sanctions occidentales contre la Russie avaient été adoptées, et que la Serbie n'avait pas non plus suivi l'Occident sur ce terrain, en plus des pressions, elle avait de mémoire, dans une déclaration faite aux médias, mis en garde la Serbie contre la tentation de se substituer aux pays occidentaux dans le commerce avec la Russie. Autrement, le premier sommet parlementaire de la ainsi nommée plateforme pour la Crimée s'est tenu à Zagreb, en Croatie. On n'en trouve que peu de traces sur Internet, si ce n'est le texte d'un discours qui a été prononcé par Anseki, puisqu'il n'est pas signé, sur le site de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et uniquement en anglais, ainsi que des citations sur un site ukrainien d'une résolution que ce sommet a pondue, appelant au retour de la Crimée en Ukraine. Mais curieusement, alors que d'ordinaire des rencontres internationales de délégations politiques mobilisent les médias de masse, rien sur aucun média, mais on finit par trouver un site officiel, sur lequel on apprend qu'un sommet inaugural avait été organisé le 23 août 2021 à Kiev, puis le 23 août 2022, et donc le 25 octobre, ce nouveau sommet réunissant, paraît-il, plus de 50 délégations. Tout laisse à penser que c'est une initiative purement kievienne, et d'ailleurs l'ambassade d'Ukraine en France en a publié un communiqué le 27 octobre. C'est d'ailleurs sur ce communiqué que j'ai pu trouver le lien vers le site officiel de cette plateforme, mais il n'y a aucune photo de l'événement. Il faut aller sur la page Facebook de la présidence du Sénat pour trouver une photo montrant des membres de ces délégations autour d'une table, avant l'allocution vidéo de Gérard Larcher. L'ambassade américaine à Belgrade en a évidemment profité pour faire une nouvelle pression sur la Serbie, en se fendant d'un tweet avec une carte de l'Europe indiquant que seule la Serbie et la Biélorussie en Europe n'y ont pas été invitées, regrettant entre guillemets que la Serbie ne fasse pas partie de mémoire du monde prétendument civilisé. Pourtant, cela aurait dû faire du bruit puisque Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, après sa visite houleuse il y a quelques semaines à Taïwan, s'est rendue à ce sommet. Pourquoi Zagreb comme lieu d'organisation, on l'ignore. Mais elle n'a pas manqué de déclarer, je cite, que la Croatie est un allié clé des États-Unis, un leader dans la région, et a évoqué que la première fois qu'elle s'est rendue en Croatie, c'était dans les années 1990, et qu'elle pouvait personnellement témoigner des souffrances vécues à cause de son voisin. Fin de citation, faisant allusion à évidemment la Serbie. Elle a ajouté que les États-Unis partagent avec la Croatie les mêmes valeurs de liberté, démocratie et de défense des droits de l'homme. Sans aller trop loin, on aurait aimé un commentaire à propos des 300 000 Serbes majoritairement civils qui ont été chassés de chez eux en Krajina en août 1995 par l'armée croate, et les plusieurs centaines de civils, personnes âgées et infirmes qui ne pouvaient ou ne voulaient pas partir, qui ont été exécutés froidement sur le pas de leur porte, ces crimes étant à ce jour toujours impunis. Le Premier ministre croate en a profité pour faire la comparaison de l'Ukraine avec la Croatie des années 1990, qui prétendument était seule et sans soutien, alors que c'est bien la Croatie qui a déclenché le conflit d'abord, comme l'Ukraine l'a fait en 2014 avec les russophones, en supprimant le statut des Serbes comme peuple constitutif de la République de Croatie, en supprimant le caractère officiel de la langue serbe et de son alphabet. D'ailleurs, entre parenthèses, on vient d'apprendre que sur le site de la présidence de l'Ukraine,
Une pétition vient d'être lancée pour faire passer l'alphabet de la langue ukrainienne du cyrillique au latin de format anglais. Puis en important illégalement des armes des stocks d'Allemagne de l'Est des mois avant que le conflit n'éclate. On apprend aussi que Zelensky s'est adressé aux convives en vidéo et aurait conclu par « à bientôt dans la Crimée libérée ». Ces gens vivent dans un autre monde, mais il y a bien, comme on le voit, un parallèle à faire entre l'Ukraine et la Croatie. À quoi ce sommet sert-il? On l'ignore, surtout parce qu'il s'est produit dans un silence médiatique. Par ailleurs, on aurait aimé entendre ces délégations sur l'appel envoyé par une quinzaine d'associations de juristes, professeurs de droit et cabinets d'avocats de Serbie aux parlementaires du Conseil de l'Europe pour forcer la Croatie à respecter ses engagements, vieux de 18 ans, et attirer l'attention sur le refus, malgré les conventions signées par la Croatie et les lois qu'elle a votées pour cela, de restituer aux personnes morales et physiques de Serbie près de 400 biens immobiliers en Croatie qui leur appartenaient avant l'éclatement de la Yougoslavie, et qui ont une valeur globale estimée à environ 2 milliards d'euros. Il s'agit pour beaucoup de complexes hôteliers et centres de vacances construits par des entreprises comme la compagnie pétrolière serbe Nice, au bord de l'Adriatique pour leurs salariés. Lors du partage des biens yougoslaves, lors de la dissolution de la Yougoslavie, la Croatie s'est bien empressée de réclamer l'allocation d'immeubles d'ambassade de par le monde, d'une part du stock d'or de la Banque centrale, mais dès que ça concernait les personnes privées, elle fait la sourde oreille, tout en exigeant en même temps que la Serbie restitue aux Croates personnes privées et morales les biens qu'elles y possédaient avant 1990, et en général les tribunaux de Serbie statuaient en leur faveur. On pourrait à ce propos, bien que je crois que ce n'est pas l'objet de l'appel des juristes serbes, évoquer le cas de Mato Gracic, 1865-1944, docteur en droit, avocat, armateur, industriel, propriétaire foncier qui possédait les 2/3 de la péninsule ouest de Dubrovnik, qui est aujourd'hui un quartier résidentiel, qui avait été à l'origine, après la Grande Guerre, de la construction de la ligne de tramway de Dubrovnik, qui sera démantelée dans les années 1970, et qui était un Serbe catholique de Dubrovnik, l'un des plus riches de son époque, résolument serbe, ce pourquoi il avait souffert avant et pendant la Grande Guerre de l'Autriche-Hongrie. Il est décédé en 1944, 3 ans après sa mort, en 1947. Il est déclaré criminel de guerre par le régime communiste yougoslave, pour une prétendue collaboration avec l'occupant, et tous ses biens sont confisqués. Il soutenait en réalité financièrement les Tchétniks du général Mihailović, qui était l'armée régulière du royaume de Yougoslavie sous occupation allemande. J'y pense car je viens de lire un livre, hélas publié uniquement en serbe, qui lui est consacré. Son dernier petit-fils, avocat lui aussi, vivait à Dubrovnik, dans une des maisons de son grand-père, d'où il a été chassé dès l'éclatement de la Yougoslavie. Toutes les archives familiales et surtout celles de son grand-père ont été détruites par l'armée croate dès l'été 1991, et il a été contraint de fuir jusqu'en Australie, d'où il n'a pu se revenir à Dubrovnik même 15 ans après son expulsion. En 2015, le petit-fils entame une procédure de réhabilitation de son grand-père devant le tribunal de Belgrade, puisque c'est à Belgrade que les communistes l'ont décrété en 1947 criminel de guerre, et confisqué tous ses biens, et il y réussit. Mato Gracic est réhabilité. Cependant que le procureur de la République fait appel, parce qu'il représente l'État, et que l'État est gangréné par les descendants de communistes, qui ne supportent pas que quiconque proche des Tchétniks du général Mihailović, qui représentait jusqu'en 1945, je le rappelle, le royaume de Yougoslavie, donc l'unique autorité légitime, ait son honneur lavé. La réhabilitation est confirmée en appel, mais hélas, l'Agence pour la restitution des biens confisqués sous le communisme n'a toujours pas restitué les biens que possédait Mato Gracic à Belgrade. Et on n'a évidemment aucune réaction de Zagreb à propos de tout ce qu'il possédait à Dubrovnik, maintenant en Croatie. Bref, je vais vous laisser méditer sur le respect de la démocratie, du droit des minorités, de la liberté des pays souverains, que toutes les infos que j'ai évoquées apportent. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez faire un don sur notre compte Tipeee en échange d'exemplaires de nos livres, dont le lien est en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine chronique iconoclaste de l'actualité des Balkans. Merci à l'incontournable Mile Lukic de Birmingham en Angleterre, sans l'aide de qui cette chronique n'aurait pu être en ligne. Abonnez-vous à notre chaîne et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine chronique. N'hésitez pas à commenter la chronique, à vous abonner à notre compte Twitter et à visiter notre site web www.pogledi.fr sur lequel vous pourrez découvrir quelques-uns de nos textes fondamentaux pour ceux que l'espace yougoslave intéresse. À très bientôt sur notre chaîne.